Angoulême, un frotteur arrêté dans une file d'attente du festival de la BD. Ce dimanche matin, l'homme s'est frotté à une jeune femme de 20 ans. Sur lui, les policiers ont retrouvé de l'héroïne, un couteau et des BD. Ouais bon, ça va, je me suis excusé, on va pas en faire tout un drame non plus. C'était des comics, pas des BD. Blague à part, je suis de tout cœur avec cette jeune femme, la pauvre, elle a rien demandé à personne, elle attendait pour aller faire dédicacer ses comics avec ses parents en plus, et il la prend, il l'a enlacé avec ses bras, il lui a fait un petit bisou dans le cou, enfin bon c'est dégueulasse, on peut remercier la sécurité du festival et les flics qui après se sont chargés de lui, et on espère qu'elle se remettra de ce traumatisme assez rapidement. Retour d'Angoulême justement, c'était complètement fou, hein. J'ai pu croiser pas mal d'entre vous, donc merci à ceux qui sont venus échanger quelques mots, hein. Le meilleur moment du festival pour moi c'était la projection en avant-première de The Scrooge Mystery, donc le documentaire sur Don Rosa qui est un auteur de Disney à la base, qui a écrit les meilleures histoires sur Picsou, sur Donald, et qui a fait notamment la jeunesse de Picsou, un petit bijou, un des meilleurs comics qui existent. Il y avait Morgan Jekyll qui est réalisateur, ainsi que les équipes, je me suis régalé. Avant de commencer, c'est le Bessa Brief, un petit point sur la campagne nulle de Bruno Bessadi qui mélange ces deux amours, donc le film Conan de 1982 ainsi que le dessin anthropomorphique dans un seul artbook. Aujourd'hui c'est la deuxième semaine de la campagne, il reste encore une trentaine de jours et à l'heure où je vous parle, 10 600 € ont été récoltés sur les 2300 réclamés au début, mais continuez, il y a encore des paliers, il y a encore de grandes révélations qui nous sont promises. En tout cas n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup, et si en plus vous dites dans les commentaires que vous venez de la part du commis, eh bien je demanderai à Bruno de vous rajouter un petit print, le print qu'il m'avait fait pour la Comic Con. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans le JT Comics, le numéro 177, et tout de suite, eh bien ce sont les news de la semaine. Folie des variantes. Les variantes cover, ce sont les mêmes comics imprimés avec différentes couvertures, plus ou moins rares, plus ou moins chères. C'est réalisé au mieux pour laisser le choix au lecteur de celles qu'il préfère, et au pire pour que les collectionneurs compulsifs les achètent absolument toutes afin qu'ils enrichissent les poches de l'éditeur. Et cette semaine, les couvertures variantes sont complètement folles. Par exemple, on peut voir Jim Lee se réinventer en espion de la CIA sur la variante cover du comics Cover. Je dirais un exercice d'orthophoniste le truc. C'est un comics par Brian Bendis et par David Mack qui partent du postulat suivant. Ainsi, les créateurs de comics qui voyagent dans les pays du monde entier pour aller de convention en convention étaient de parfaits petits espions. Je sais que c'est sur ma liste de lecture. Il est au cover artiste ce que Malik Bentala et Gad Elmaleh sont à l'humour français. Francesco Mattina a ressorti sa photocopieuse et a allègrement pompé la couverture de Ben Oliver, de l'excellent Ben Oliver, suivez-le, c'est magnifique ce qu'il fait. Couverture qu'il avait fait pour Lobo, hop, il a transformé ça en couverture pour Deathstroke. Dorénavant, je l'appellerai Francisco Epson Mattina. Et la meilleure de la semaine, il y a probablement un fan de tuning qui a pris le pouvoir chez Marvel et qui a validé cette variante cover de Greg Horn, donc sur The War of the Realms, en claquettes chaussettes, posé sur le bureau, en train de s'ambiancer sur la compile Techno Tuning 2002 et sur un CD MP3 évidemment, sinon c'est pas drôle. Une variante cover de peinture sur Van qui revisite Michel-Ange. Alors ça, quand il nous avait dit que The War of the Realms ça serait un event global, il nous avait pas menti chez Marvel. Virés. 7 personnes ont été virées, licenciées ou remerciées, ça dépend comment vous voulez le dire, de chez DC Comics. On connaît le nom de 3 d'entre elles ainsi que leurs fonctions. Il y a d'abord John Cunningham qui était vice-président des ventes et du marketing, il y a Eddie Scannell qui était vice-président du marketing clientèle, et surtout Mark Carello qui était vice-président de la direction artistique. Et c'est ce dernier qui crée le plus d'émoi, surtout dans la communauté des artistes, puisqu'avant d'en arriver là, il était lui-même, il est toujours un artiste, un coloriste, un éditeur aussi de talent à qui l'on doit la collection Batman Black and White, ainsi que l'association de Jeff Loeb et de Jim Lee sur Batman Hush, qui est le succès qu'on connaît, comme quoi Jim Lee, agent de la CIA, a la mémoire un petit peu courte, ou les mains liées. Alors il y a plusieurs raisons possibles à son départ, soit c'est Alan Moore qui lui a jeté un mauvais sort car il a aussi édité la collection Before Watchmen, alors que Alan Moore il voulait simplement, comme Hulk, qu'on le laisse tranquille, soit, et c'est ce que plusieurs sources m'ont confirmé, il avait acquis en 26 ans beaucoup de pouvoir et surtout le genre de salaire mensuel que la Time Warner n'aime pas forcément verser. En tout cas tout le monde s'entend à dire qu'il le méritait et qu'il était l'un des meilleurs dans sa partie. Le problème c'est que les rumeurs disent que comme un séisme, il risque d'y avoir des répliques, donc des suites à cette restructuration, d'autres personnes virées, et comme par hasard ça pue puisque les services concernés seraient pratiquement tous liés aux comics. Il y a le service digital, le service des éditions reliées ainsi que le service du lettrage en interne. Ça pue. J'espère juste que Jim Lee et Dan Didio se souviendront d'où ils viennent et qu'ils feront en sorte que un petit peu des presque 4 milliards
$, de bénéfices nets de la Time Warner, aille à la branche comics et permettent à ce que personne ne se fasse virer, parce que c'est toujours un drame, et surtout qu'on se rappelle aussi que la plupart de ces revenus proviennent des films et que la plupart des films proviennent des comics. Bingo. Bon, après, si vous voulez mon avis, ces 7 personnes, elles sont juste un petit peu connes, il aurait juste fallu qu'elles fraudent, qu'elles fassent un petit séjour spartiate au Japon, qu'elles démissionnent et qu'elles repartent avec un petit parachute de 25 millions de $. Il faut être gone et pas conne. Si Dieu le veut. Moi, ce que j'adore, c'est quand les conservateurs se mettent à faire des pétitions. Je vous en parlais il y a quelques semaines. DC s'apprête à sortir un comics qui s'intitule Second Comic, dans lequel on verra Jésus revenir sur Terre, mandaté par Dieu pour trouver la vraie recette du Messie. Et il va finir à apparaître en colocation avec le genre de Superman de cette planète. C'est écrit par Mark Russell, c'est dessiné par Richard Pace et les couvertures seront signées Amanda Conner, et une pétition a été lancée sur le site Citizen Go qui a récolté déjà plus de 110 000 participants, signatures, pour empêcher, et je cite, la sortie de cette œuvre déplacée qui ridiculise le Fils de Dieu afin de faire vendre des comics. Et forcément on le connaît, les conservateurs ont l'argument Titanic, bateau et qui tombe à l'eau. Argument bien rageux qui dit maîtresse, pourquoi ils font ça avec Jésus mais pas avec le prophète Mahomet ou bien Bouddha, alors que DC a déjà sorti un prophète Joker et que Marvel a son Kingpin Bouddha. En plus, c'est pas très glorieux en termes de représentation négative. Le seul truc que ça risque de faire, selon moi, c'est de booster les ventes du titre. Souvenez-vous de la jurisprudence Night Runner, donc le French Batman d'origine franco-algérienne qui vit à Paris, à Barbès. Les conservateurs avaient pleuré, maigri, disant que Batman était arabe, algérien, donc forcément islamiste, donc forcément terroriste. C'est des hommes qui vont droit au but, au raccourci. Alors qu'ils n'ont pas compris que le type n'aime pas se faire sauter, mais simplement sauter un petit peu partout, puisque c'était un parcoureur. Ceci dit, rassurez-vous, chers conservateurs signataires, puisque DC a obligé l'équipe créative à censurer à l'aide d'une feuille de vigne le tout premier zizi au monde qu'on voyait dans une des planches, celui d'Adam dans le jardin d'Éden. Comme quoi, vous êtes partout. Rafale de news. Vous le savez, Black Panther a été nommé aux Oscars et pour fêter ça, les descendants de Jack Kirby ont partagé ce qui semble être le tout premier dessin de la Panthère Noire réalisé par Jack Kirby. Et c'est toujours marrant de voir ce que quelques lignes mises en couleur sur un bout de papier ont créé en termes de phénomène culturel. La question que tout le monde se pose, y aura-t-il une saison 3 du Punisher sur Netflix? Je vous avoue que la 2, moi, ne m'a pas convaincu, mais m'a assez frustré pour avoir envie de voir John Bernthal incarner le Punisher une 3e fois à l'écran, mais avec une seule trame narrative cette fois, et pas simplement pour faire de la course au dealer des bas-fonds. Et ma réponse d'expert sur le sujet, ça sera oui et non. Merdez-vous. Oui, parce que le producteur a annoncé que Netflix n'avait pas encore officiellement annulé le Punisher et qu'il semblerait manifestement que Disney ne soit pas prêt à avoir du R-rated, donc du sang et des tripes et de la bagarre, de la castagne sur son service de streaming. Donc tant qu'à faire, plutôt que de le mettre au placard et qui rapporte 0 monnaie, bien autant le partager avec Netflix pour qu'il continue d'exploiter le personnage. Et non parce que ça dépend des chiffres et de l'opinion publique, et ça, il y a un petit coup dans l'aile de ce côté-là, puisque les critiques ont été un petit peu moins élogieuses que pour la première saison, et il y aurait eu, si on en croit les statistiques, un décroché de 40% de téléspectateurs sur la même période par rapport à la saison 1. Et je rajouterai peut-être, puisque ce décroché est quand même moins important que sur l'ensemble des séries Marvel Netflix, puisqu'il est autour de 60%. Quelques petites annonces croustillantes de la part d'éditeurs indépendants de comics. Le premier, c'est Ahoy Comics, le nouvel éditeur qui a sorti les excellents The Wrong Earth et High Heaven. Ils ont annoncé 4 titres, dont 2 qui m'excitent. Le premier, c'est Bronze Age Boogie par Stuart Moore, Alberto Ponticelli et Giulia Brusco. C'est l'histoire d'un guerrier de l'âge de bronze qui est transporté directement dans nos années 70. Démerde-toi. Et le deuxième, c'est Hashtag Danger, où un trio à la 4 Fantastique -1 explore un monde rempli de dangers, des univers. Enfin, ça a l'air vraiment pas mal. Chez Aftershock, Nuno Platti et Ted Anderson nous racontent l'histoire d'un monde dans lequel, à un instant T, tous les adultes sont morts. Ça s'appelle The Orphan Age, donc dans cette espèce de dystopie post-apocalyptique, on verra 20 ans plus tard, les enfants qui ont grandi essayer de reconstruire ce monde, et sous le joug d'une nouvelle église et de sa religion, des anciens enfants énervés après les adultes morts, qui rendent responsables de la perdition du monde actuel, chargé de symboles. Petite surprise, on passe en mode le commis des jeux. Souvenez-vous, dans le JT numéro 162, j'avais lancé une espèce de loto, puisque on nous avait dévoilé 12 personnages qui pouvaient potentiellement rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Au final, on sait qu'il n'y en aurait eu que 6, c'est comme dans Koh-Lanta. Vous avez été 22 à me prendre au sérieux et vous avez bien fait, seulement 0 à trouver la bonne réponse à la bonne équipe qui est composée, attention, petit spoil, de Beta Ray Bill, du Cosmic Ghost Rider évidemment, de Groot et de Star-Lord, les classiques, ainsi que de Moondragon et de Phyla-Vell. Mais comme je suis pas un chien et que vous avez
quand même été 6 personnes à trouver un 5 sur 6 des nouveaux gardiens de la galaxie, eh bien je vais faire un tirage au sort et celle qui sera tirée au sort repartira avec le Marvel Heroes numéro 1 qui coûte quand même 15 € en kiosque, ainsi que 2 prints, hein, donc celui de Yann Vallani et celui de Bruno Bessadi. Tiens! Et c'est Afro Samouraï qui remporte ce concours. Et il avait trouvé, lui, Nova. Il a mis Nova à la place de Phil Havel. Eh bien, bravo à toi. Contacte-moi un P, on s'arrange. Je t'envoie tout ça. Lisez, lisez et lisez. Cette semaine, retour d'Angoulême oblige. J'ai pris à notre très cher Alex Nikolaevich, qui est traducteur, essayiste, romancier de ses œuvres de jeunesse. Donc Alcheringa, qu'il a réalisé avec Fred Griveau. C'est très onirique. C'est sur un aborigène. C'est vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est assez touchant. Ainsi que la dernière cigarette. Donc ça, c'est plutôt sur la guerre et sur surtout l'absurdité de la guerre. Hein. Depuis le temps qu'on le dit, depuis le temps qu'on le sait, on se demande pourquoi est-ce qu'on en fait encore. Là, je suis en train de lire Atomic Robot, donc un espèce de mercenaire entièrement robotique créé par Tesla et qui marche pour les États-Unis. Hein, vous comprendrez pourquoi. C'est assez fun, c'est très très bien dessiné. Et en plus, c'est super bien traduit hein, par Basile Beggery, qui est aussi le directeur de la collection. Je me suis pris 2 vieux numéros de Scar, c'est donc un sur le Punisher hein, et Helix. C'est le label qui avait vu naître Transmétropolitan avant de couler et d'être récupéré par Vertigo, ainsi qu'un autre sur les comics indés. En plus, l'équipe est vraiment super. J'ai contribué au Kickstarter de Moonshot, donc un recueil en 3 volumes, puisque j'avais loupé les 2 premiers, donc j'ai pris les 3 d'histoires de comics amérindiens, parce que c'est un peuple que j'admire et dont je me sens proche. L'exposition Richard Corben m'a donné envie de me refaire tous ces récits. Hein. Moi, j'avais apprécié plus ou moins son Punisher, hein, c'est le scénario que j'avais trouvé un petit peu bancal, mais il y a dû avoir peut-être une petite couille dans la production, j'ai jamais compris. Et vous le savez, c'est l'heure aussi du nouveau départ chez Marvel, donc Panini fait son fresh start, et si vous devez n'en retenir qu'un, petite musique, c'est le Venom de Donny Cates et de Ryan Stegman, une série qui est déjà rentrée dans l'histoire, puisque ses ventes ne cessent d'augmenter au-delà du numéro 3, hein, ce qui est rare, ce qui arrive pratiquement à aucun comics, et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'est la fin de ce JT. Vous pouvez aussi y réagir. Et je remercie tous ceux qui m'ont fait des compliments ce week-end hein, sur la Comi Academy, sur les JT, qui m'ont dit qu'ils mettaient des pouces bleus, qu'ils avaient activé les notifications et tout. Vous êtes des grands malades. Je vous kiffe. Donc n'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour le bandeau. Dans les commentaires de YouTube également, où je réponds à chacun d'entre vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Moi aussi, je propose ma variante à Marvel. La variante tatou avec les reproductions hein, sur la double page de couverture des plus beaux tatouages qui existent, avec évidemment pour Black Panther le traditionnel tribal en bas des reins. Hein.